Bienvenue sur l'entrée des coulisses, le podcast qui vous offre une bulle hors du temps pour découvrir le monde artistique en 3 rubriques, comme autant de portes de coulisses à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste de la compagnie de théâtre La Danse des Mots et médiatrice culturelle. Toute petite déjà, je bricolais des émissions de radio sur mon magnétophone à cassette. Et aujourd'hui, je produis ce podcast pour créer un pont entre vous et des créateurs, créatrices de tout horizon. Mon objectif, vous faire passer un bon moment, vous faire découvrir ce que vous connaissez peu ou ce que vous connaissez mal dans le monde artistique. L'épisode est ici en intégralité, mais les 3 rubriques sont écoutables séparément. Les liens directs sont dans la description de l'épisode. Alors, fans de culture, si vous êtes curieux, curieuse, vous êtes au bon endroit. Et je serai votre guide. Allez-y, en coulisses. Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver. Je suis super heureuse de revenir me blottir au creux de vos oreilles. C'est le début de la saison 4. Et oui, déjà une saison 4, qui l'eût cru, pas moi déjà. Et si vous suivez le compte Instagram dédié au podcast, vous avez pu suivre quelques étapes de la préparation des 2 premiers épisodes. Et il y a des nouveautés. Je ne vais pas vous les dévoiler tout de suite, je préfère vous laisser la surprise au fil de l'écoute. Donc, 2 premiers épisodes, celui-ci et celui du mois prochain, et jusqu'à la fin de l'année, ils sont déjà en préparation. Je suis toujours en préparation d'épisodes. Et la suite pour 2024 est plus floue. Oui, elle est plus floue. Je vous raconte pourquoi. Tenir un podcast, cela demande beaucoup de travail et beaucoup d'engagement personnel. Et je peux vous dire que je ne compte pas mes heures. Ce projet de podcast s'immisce vraiment dans mon quotidien, un peu trop parfois, c'est vrai. Et si vous avez écouté l'épisode 2 de la saison 3, vous savez pourquoi tenir ce podcast est ô combien important pour moi. Tenir un podcast, c'est aussi avoir des auditeurs, des auditrices. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là et je vous en remercie vraiment très très chaleureusement. Mais parfois ma motivation flanche. Oui, parfois elle flanche et je me dis que se faire plaisir c'est bien, c'est ok. Mais sentir de temps en temps que vous êtes concrètement là, de l'autre côté du micro, ça booste quand même. Un like, un commentaire, une réponse à des questions, ça encourage. Et d'ailleurs, je tiens à envoyer ma plus profonde gratitude à la Gazette de Caroline, qui m'a envoyé un jour un message qui est tombé à pic, un jour où ma motivation flanchait un peu. Et ce message m'a vraiment reboosté, m'a vraiment fait du bien. Je vais vous le lire. Je suis admirative, les épisodes sont riches. Continuez à partager votre passion du théâtre, c'est contagieux et tant mieux. Merci infiniment, la Gazette de Caroline. Bon, allez, assez papoté de mes états d'âme. Voici le programme. Je vous emmène à la découverte du compte Instagram qui pourrait bien vous aider à choisir vos sorties théâtre. Vous allez faire connaissance avec une artiste atypique entre seule en scène et cabaret. Et Marion Lorgnet de Théâtre en 1001 lieux revient avec sa rubrique Tout ou presque et elle va nous parler de la place des femmes au théâtre. Allez-y! En coulisses. Il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à suivre le compte Je vais au théâtre sur Instagram, un compte tenu par Aïda Copra. Elle y parle de ses sorties théâtre et publie des critiques et plus encore.
Alors ça m'a semblé intéressant de partager avec vous cette découverte et j'ai donc contacté Aïda. Et c'est avec son délicieux et léger accent qu'elle a répondu à mes questions. Nous avons parlé de son goût pour le théâtre, de son compte Instagram et de la thèse qu'elle a soutenue sur la commedia dell'arte et son influence sur le théâtre contemporain. Vous allez entendre d'ailleurs qu'elle prononce ces quelques mots bien mieux que moi, commedia dell'arte. Bref, c'est parti pour cette rencontre et je suis sûre que son compte va vous plaire. Je suis Aïda Copra. Je suis docteur en études italiennes à la Sorbonne Université. J'enseigne aussi à la Sorbonne Université. Mon domaine de recherche est le théâtre contemporain et je dirige un blog de théâtre. Je vais au théâtre. Alors, Aïda, vous venez de Sarajevo et vous êtes venue à Paris pour faire un doctorat en théâtre. Oui, exactement. Je suis venue à Paris en 2016, principalement pour faire ma thèse. Et après, j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne. Et après, je me suis orientée vers la critique théâtrale. D'accord. Et alors, pourquoi le choix de Paris plus qu'une autre ville? Parce que j'ai trouvé un programme très, très intéressant. Il s'agit d'un doctorat international qui lie les trois universités, l'Université de Paris, la Sorbonne, l'Université de Florence et l'Université de Bonn en Allemagne. Et Paris, pour moi, c'est la ville que je connaissais déjà avant et le choix s'est imposé, je peux dire, naturellement. Paris, on peut dire, c'est un monde de théâtre à part. Oui. Et à cause de ça, je crois le choix de faire une thèse sur le théâtre à Paris était un choix excellent et j'en suis très, très contente. D'où vous vient ce goût pour le théâtre? Parce qu'effectivement, d'après vos études, d'après vos publications, votre blog, il y a un vrai goût pour le théâtre. D'où il vous vient? Est-ce que vous aviez une famille, un terreau familial qui a favorisé ça ou pas du tout? Quel est votre chemin vers le théâtre? Je vais essayer de raconter cette histoire brièvement. Oui. Non, pas du tout. Ma famille, personne dans ma famille n'est lié au théâtre. Et après mes études à Sarajevo, parce que moi j'ai fait un master à Sarajevo, j'ai enseigné la littérature italienne à l'université de Sarajevo et j'étais en train de préparer un article scientifique. Et j'ai choisi d'écrire un article sur le théâtre de Goldoni. Mhm. Et pratiquement, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la comédie dell'arte et je peux dire que cet article a ouvert les portes vers le théâtre et on peut dire c'était même dans un certain sens assez tard parce que la vraie passion pour le théâtre m'est arrivée après mes études. Et D'accord. à cause de ça, j'ai choisi aussi de continuer mes études dans le cadre d'un doctorat et de me concentrer surtout sur le Mm. théâtre et sur la comédie dell'arte, qui est le sujet principal de ma recherche. Tout à fait. On va prendre le temps d'en parler tout à l'heure. Aïda, vous tenez un blog assorti d'un compte Instagram qui s'appelle Je vais au théâtre. Depuis quand existe-t-il et dans quel but? Tout d'abord, j'ai créé une page Instagram en 2017 et j'avais pas d'objectif précis à ce moment-là. C'était juste dans le but de partager ma passion pour le théâtre avec tout le monde. Et Mhm. donc, au début, j'ai posté que les photos. Et donc, je crois que l'objectif est apparu au moment où j'ai reçu ma première invitation. Et Oui, donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose où, en fait, j'ai réussi à attirer l'attention des autres
pour commencer aussi à avoir des invitations. Et bien sûr, aujourd'hui, les invitations, c'est pas l'objectif principal, ça va avec. Oui, Mais aujourd'hui, j'ai encore développé mon blog, donc et j'ai créé aussi un site internet oui, sur lequel je publie les critiques principalement des spectacles, mais aussi les choses qui m'intéressent par rapport au théâtre. Ça peut être les livres, ça peut être les auteurs, ça peut être les mm, metteurs en scène, voilà, les compagnies, les festivals. Donc, tout ce qui m'intéresse, je publie maintenant sous la forme d'un article plus élaboré. Donc, ce oui, que je ne pourrais pas faire quand j'avais que la page Instagram. oui. Mais Instagram m'a aidé de développer quand même une communauté qui suit mon travail aujourd'hui et je suis contente à cause de ça. Ça me permet de élargir aussi ma recherche donc Bien et de sûr. sortir un peu de milieu académique. Oui, j'ai vu que vos critiques étaient très complètes. Elles parlent effectivement du spectacle que vous êtes allé voir, mais pas que. On y trouve plein d'infos aussi. Vos retours de spectacle sont très complets. C'est une vraie volonté chez vous, je pense. Mm. Oui, oui, c'est ça, parce que je pense que la critique théâtrale, quand on parle, exige, selon moi, un vrai travail et exige des connaissances, Mhm. des vraies connaissances sur l'art du théâtre. Et j'essaye toujours de justifier mon argumentation quand il s'agit de l'analyse d'un spectacle et donc de essayer de donner mon propre approche Oui. vers le théâtre et peut-être mes propres attentes quand il s'agit d'un spectacle, d'un travail, d'un metteur en scène, d'une compagnie, Mhm. etc. Et comment vous choisissez vos spectacles? Il y a, oui, je dois dire aussi que je dirige avec mes deux collègues un atelier de critique théâtrale à la Sorbonne. Mhm. Donc déjà, je choisis les spectacles, on choisit en fait ensemble les spectacles par rapport à nos objectifs, aux objectifs de notre atelier. Donc c'est une côté. L'autre côté, je choisis les spectacles moi-même en me renseignant, en regardant en fait les programmes. Et Mhm. de l'autre côté, les invitations que je reçois aussi, c'est pour moi l'occasion de voir les spectacles, peut-être que j'aurais pas du tout l'occasion de voir. Oui, c'est effectivement. Vous sortez du coup de votre zone de confort parfois. Exactement, exactement. Et c'est un grand avantage, je peux dire aussi que j'ai grâce à mon blog. Arlecchino! Vieni a servire! Arlecchino! Ma dove diavolo è costui? Ah, sono qua! Dove sei? Dove ti perdi? Ero a Tor dei Piatti. Di altro da mangiare? Adesso va la vela. Spicciati che poi voglio riposare! Beatrice! E altro. A sto punto di- Alors, Aïda, en fait, je voulais aussi vous parler de ce qui s'est passé en janvier 2023. Donc, vous avez présenté votre thèse de doctorat sur le thème Théâtre contemporain à la lumière de la Commedia dell'arte, Carlo Bozzo et l'art de la comédie. On va en parler un petit peu, on va prendre le temps parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Mais d'abord, la Commedia dell'arte, pour beaucoup de gens, c'est un nom familier, mais en fait, peut-être que les auditeurs, les auditrices ne savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous replacer dans le contexte, nous réexpliquer très vite fait ce que c'est que la Commedia dell'arte? On parle en général de la commedia dell'arte, on parle d'une tradition italienne qui est née au XVIe siècle et qui a conquis toute l'Europe. Mhm. Euh, et si on peut donner quelques caractéristiques principaux de cette tradition, on peut dire que c'est un théâtre sous les masques, c'est un théâtre où on dit aussi souvent d'improvisation, même si Mhm. l'improvisation, c'est aussi
un grand sujet qui provoque beaucoup de polémiques. Et aussi, l'autre caractéristique qui est important, c'est aussi que c'est un théâtre fait sur un texte très, très réduit qu'on appelle canevas, canovaccio, etc. Donc, aujourd'hui, la commedia dell'arte, et ce qui était aussi l'objectif de ma recherche et de ma thèse, en fait, de parler de l'influence de la commedia dell'arte dans le théâtre contemporain. Et c'est une influence énorme et peut-être pas si évidente quand on parle en général du théâtre contemporain. Donc, je me suis concentrée je voulais voir à partir du début du XXe siècle quel metteur en scène, pédagogue utilise la tradition de la commedia dell'arte pour renouveler en fait l'art du théâtre. D'accord. Et je pourrais citer beaucoup d'entre eux, mais par exemple, en France, on peut parler de Jacques Lecoq, on peut parler de Copeau, on peut parler aussi d'Ariane Mouchkine. Donc, ce sont vraiment des grands noms dans l'histoire du théâtre contemporain qui se sont inspirés de la commedia dell'arte dans leur travail. Et pour moi, je trouve à cause de ça extraordinaire la tradition de la commedia dell'arte et peut-être voilà, peut-être c'est pas si évident, je veux dire, quand on parle de la commedia dell'arte et de sa présence dans le théâtre contemporain qui existe toujours. Comment elle perdure, comment elle existe, cette commedia dell'arte aujourd'hui dans le théâtre contemporain? Est-ce que c'est dans les personnages? Est-ce que c'est dans justement cette approche de l'improvisation, les thématiques peut-être? Je peux dire qu'il y a un peu de tout. Donc, on peut parler tout d'abord d'un côté, on peut parler de l'influence quand il s'agit, par exemple, de la pédagogie, quand il s'agit sur le travail sur l'expression corporelle, quand il s'agit aussi d'utiliser l'improvisation dans le training d'acteurs. Voilà, on peut parler, par exemple, d'un côté de cet élément. De l'autre côté, on peut parler aussi des compagnies, des metteurs en scène qui essayent de récupérer la commedia dell'arte telle qu'elle avait existé dans le passé. Et c'est l'exemple, par exemple, de Carlo Boso, donc le metteur en scène que j'ai analysé dans ma thèse. Donc, il y a ces deux éléments. On peut parler aussi par rapport aux personnages. Je peux citer un exemple, c'est la dernière création d'Olivier Py, où il y a Ma jeunesse exaltée, où on a un personnage d'Arlequin contemporain, donc évidemment inspiré du personnage traditionnel. Donc on peut dire, c'est un panorama et les influences ressurgissent, on peut dire, dans différentes formes. Et donc, voilà, ça dépend de quel point de vue on veut analyser la présence de la commedia dell'arte dans le théâtre contemporain. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, certains artistes sont influencés, même inconsciemment, par la commedia dell'arte? Parce que peut-être que c'est aussi un peu dans l'inconscient collectif artistique. Bien sûr, on peut parce que ça c'est aussi une autre question très intéressante de l'héritage. Comment en fait l'héritage se transmet d'un maître à l'élève, d'un élève à l'autre élève, et c'est sûr que inconsciemment on peut quelqu'un peut-être peut déjà utiliser une technique que Jacques Lecoq a utilisée, mais sans le savoir, parce que l'héritage, en fait, le processus précis de l'héritage, c'est un peu perdu, mais c'est tout à fait possible. Et c'est bien. C'est voilà. très bien. Très bien. Ok, vous avez certainement rencontré Carlo Boso, donc qui est metteur en scène, pédagogue et un maître de la commedia dell'arte. Vous avez travaillé avec lui pour aboutir à cette thèse?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. On se connaît déjà bien. D'accord. J'ai découvert son travail surtout quand j'ai fait un stage avec lui en Mhm. Italie en 2016. Donc j'ai joué pendant 10 jours juste pour avoir cette expérience parce que je me trouve pas dans le rôle d'actrice. Oui. Et c'était une expérience extraordinaire et j'avais l'occasion de connaître son travail de près et de Mhm. connaître sa pratique, sa pédagogie pour pouvoir ensuite l'analyser et pour pouvoir ensuite l'allier avec une réflexion théorique. Et après, j'avais aussi beaucoup l'occasion de voir ces spectacles, Mhm. d'aller au festival où Carlo Boza représentait aussi ses spectacles, son travail, Mhm. d'aller visiter aussi son académie des arts du spectacle du Versailles. Oui. Parce que une partie de ma thèse qui était aussi très importante, c'est l'analyse de la pédagogie. Donc, j'ai dédié une partie de ma thèse pour analyser comment, en fait, on transmet les techniques de la comédie dell'arte et pourquoi, au final, ces techniques sont aussi importantes dans le Mhm. training d'acteurs en général. Mhm. Très bien. Dites-moi, une question absolument de Candide. Comment ça se passe, une présentation de thèse à la Sorbonne? Bah, c'est un moment assez dur. Oui. Et, euh, c'est au début, c'est assez stressant, Oui. mais à la fin, c'est l'un des plus beaux moments de ma Oui. vie, je peux dire. Ah oui. Euh, ça dure longtemps, Oui. ça dure 4 heures. 4 heures, mon Dieu, sans entracte. Et, donc, c'est une discussion avec les membres du jury. D'accord. Et tout d'abord, j'ai eu l'occasion de faire une présentation de ma thèse de une vingtaine de minutes. Et Mhm. après, après, c'est la discussion avec le jury. Oui. Euh, et c'est aussi extrêmement utile parce que c'est l'occasion aussi de revenir sur certaines choses par rapport à mon travail et d'avoir aussi des retours Oui. qui ensuite me serviront pour Oui. améliorer mon travail, ma recherche future, etc. Donc, c'est un sommet d'un parcours qui Oui. est, je dirais, difficile, mais en même temps extrêmement passionnant. En faisant quelques recherches pour préparer quand même notre discussion, j'ai vu que vous étiez intervenu beaucoup de fois dans des colloques autour du théâtre, du geste et du mime. Et j'ai l'impression que cette question du geste, de son expression théâtrale, dans son expression la plus artistique, le geste, j'ai l'impression que ça vous intéresse beaucoup. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Oui, j'ai eu l'occasion d'organiser 2 colloques aussi avec mes collègues de la Sorbonne. Donc, l'un colloque qu'il s'agit sur le geste et on aura aussi une publication des actes de ce colloque-là et je suis très contente parce que c'est le résultat de ce colloque qu'on a organisé déjà il y a, je pense, 3 ans. L'autre colloque que j'ai organisé, c'est sur le mime, donc aussi très lié au geste. Oui. Bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai analysé aussi par rapport à la comédie dell'arte. Mhm. Parce que quand on parle de la comédie dell'arte et quand on parle surtout de la reconstruction de la comédie dell'arte dans le théâtre contemporain, on parle d'abord comment reconstruire le geste qui vient du passé. Mhm. C'est un sujet assez vaste qui implique
différentes approches et différentes réflexions. Mais par exemple, l'une des choses à laquelle je suis très intéressée, c'est la mémoire du corps. Oui. Donc, par rapport au geste, je me suis surtout concentrée sur cette notion-là. C'est une question intrigante, je peux dire, parce que exige de formuler notre réflexion en recourant aux différents éléments quand on parle du théâtre. Ce que j'ai essayé de comprendre quand il s'agit de ma recherche, c'est en fait c'est quoi la mémoire qui existe à l'intérieur du corps de l'acteur et comment en fait l'acteur peut la réveiller. Et c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et donc, j'ai utilisé différents exemples pour essayer d'exemplifier cette notion-là, surtout quand il s'agit de la tradition de la commedia dell'arte. Ok, Aïda, vraiment merci beaucoup pour toutes ces réponses si riches et si intéressantes et qui vont nous donner envie d'aller voir tous vos articles et toutes vos publications. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette occasion de partager avec vous mon parcours et c'était un grand plaisir pour moi. Aussi, c'est ma première expérience dans podcast. Oui. Donc... non, c'était très c'est bien. un peu différent d'une communication scientifique dans un colloque où on a tout déjà cadré. Ici, c'est plus... donc, j'ai essayé un peu d'être... voilà. Et puis moi, je vais continuer à vous suivre alors, parce que moi, je suis derrière l'écran de Je vais au théâtre. Merci beaucoup et peut-être à une autre occasion en tout cas. Oui, mais avec plaisir. Je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien vers le compte d'Aïda Copra, le compte Instagram Je vais au théâtre, et aussi le lien d'une vidéo vous donnant plus de précisions sur l'histoire de la commedia dell'arte et sur ses personnages. On croit connaître et puis au final, pas tant que ça. Allez, on poursuit notre route dans les coulisses et on va ouvrir la deuxième porte. Ce podcast m'amène à faire de très belles rencontres et Diefa en fait partie. À la fois ombre et lumière, entre féminin et masculin, artiste queer, Diefa est un concentré de sensibilité, de passion et d'humour. Avec lui, j'ai plongé dans son histoire et dans ses yeux aussi. Vous allez comprendre pourquoi si vous écoutez notre échange jusqu'à la fin et je vous le conseille parce que Diefa nous a livré beaucoup de jolies choses. Avec lui, j'ai parlé d'identité de genre, de la force d'un spectacle comme moyen d'épanouissement et aussi de la manière d'assumer sa personnalité au quotidien, notamment à travers la création. Nous avons bien sûr parlé des coulisses de son spectacle et un petit peu de son parcours. Et puis, ça mérite d'être signalé, le montage de l'interview s'est fait à 4 mains parce que Diefa a aussi participé aux nombreuses coupes et découpes de cette interview. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire des choix et Diefa m'y a beaucoup aidé. Allez, sans tarder, je vous invite à écouter, à rencontrer vous aussi cet artiste atypique et très attachant. Je suis Diefa, ce n'est pas un pseudo mais mon identité choisie. Je suis auteurice, metteuse en scène, comédien haineux. Je n'ai pas d'âge parce que je n'aime pas les étiquettes, je me définis comme éternel. Diefa, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses pour toi ? Dans les coulisses, pour moi, c'est des ascenseurs émotionnels parce que je suis non seulement de la lumière, mais il y a une énorme part d'ombre.
Et dans les coulisses, l'ombre prédomine énormément. Je travaille beaucoup pour gérer et trouver la balance entre l'ombre et la lumière. J'y arrive de plus en plus, mais l'ombre est très présente. Alors, Diéfa, moi je t'ai rencontré d'abord via Instagram et je dois avouer que ça m'a intriguée et que ça m'a touchée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité sous une apparence de paillettes. Et en préparant notre rencontre, j'ai fouillé un petit peu partout à la recherche d'infos et je dois avouer que c'est bien la première fois que j'ai trouvé aussi peu de choses sur un invité. Mais j'ai quand même fini par trouver. Ce que j'ai trouvé en fait a complètement chamboulé toute ma préparation. Je suis allée assister à la première représentation de ton spectacle « Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents ». Ça a complètement chamboulé ma préparation parce qu'au final, ça me paraissait essentiel d'aborder la question de l'identité. Diéfa, comment tu te situes entre les deux extrêmes, la masculinité d'un côté et la féminité de l'autre? C'est le travail de ma vie. C'est une construction, une déconstruction en permanence. Comme je le dis dans le spectacle, moi je suis né androgyne. J'ai été élevé par une mère assez extraordinaire qui ne m'a pas déterminé dans des codes sociaux. J'ai toujours été atypique. Aujourd'hui, grâce à mon spectacle, grâce à ma psy, qui est extraordinaire, et dans une volonté nécessaire et vitale, je suis en train de m'épanouir dans ma fluidité de genre. Mmh. L'androgynité dans laquelle je suis né est mon identité, depuis toujours. Oui. Je ne suis pas dans une transidentité, parce que je ne voudrais pas changer de corps. Tu es bien dans ton corps masculin? Dans mon corps masculin, dans mon corps biologique. Mais j'ai besoin, dans ma tête, dans mon cerveau, je suis plus au féminin. Et du coup, je suis balancé entre les deux. Je pense que si la société n'était pas conçue, déterminée, comme elle l'est, j'aime me dire gender fluide, j'aime la fluidité de genre, j'aime ce mot. Je travaille d'ailleurs aussi sur la comparaison qu'il peut y avoir entre gender fluide et non-binaire. Parce que ces mots n'existent que parce qu'il y a une binarité, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Si on remonte au paléolithique, le chasseur et la gardienne du nid, c'est un imaginaire déterminé par un monde patriarcal. Mais moi, je suis gender fluide et s'il n'y avait pas ces codes, je pourrais être simplement moi. Tu as eu cette chance, tu dis, que dans ton cocon familial, tu n'as pas été rejeté en fait. Pas du tout. J'ai pas été enfermé dans un diktat. J'ai pu être ce que j'avais envie très très tôt et par rapport à d'autres choses que mon identité. Ma mère m'a appris que dans la vie, on fait des choix. Et on les assume. Et très très tôt, j'étais libre et indépendant, ce qui a pu aussi causer des choses un peu plus compliquées à certains endroits. Mais globalement, j'ai toujours été libre d'être et de vouloir ce que j'avais envie à l'intérieur de ma famille. Ça, c'est une grande chance, c'est une grande richesse pour tout enfant d'ailleurs. Et dans la vie quotidienne alors, comment tu le vis? Il y a énormément d'étapes. Je suis ce type de personne qui suis en auto-analyse en permanence. J'ai construit et déconstruit tout ce que je suis depuis que je suis enfant. Par envie, par nécessité, par choix. Dans le spectacle, je dis mon identité civile. J'ai dû apprendre à cacher ce que j'étais pour correspondre à ce qu'il faut, tout en affirmant ce que je suis pour ne pas être faux. Il y a vraiment eu, à partir de très violents traumatismes, la construction de cette image hétéronormée, de travailler les attitudes, l'apparence, la voix, les vêtements, pour ne plus subir d'agression. Et ça a aussi créé des conflits, ça m'a emmené à ne pas exister dans une certaine partie de moi-même. Et c'est depuis la création de ce spectacle, on va dire vraiment sur les 5 dernières années, que j'ai pu prendre conscience et ouvrir certaines vannes que j'avais déjà entreaperçues dans les années où j'ai travaillé dans l'animation. Sous le couvert de costumes,
je pouvais être moi. Enfin, j'ai l'impression que tu as trouvé une sorte d'équilibre entre l'image publique, l'image artistique et ton image à toi intime. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé cet équilibre ou tu es encore en chemin ? Je suis très clairement en chemin. Tu vois, aujourd'hui, pour venir, j'ai mis à la fois mon costume cisgenre hétéronormé et à la fois un petit trait de crayon sous les yeux pour exister en tant que moi. Je suis en vraie recherche de l'expression de mon identité, mais j'ai tellement de peur intégrée, j'ai tellement subi de violence. Je sens ça, que tu as besoin d'exprimer la personne que tu es et en même temps de beaucoup te protéger. Après, l'imposition de ce masculin et de ce féminin, il est très récent. Je sais plus quel auteur ou quelle autrice a dit que finalement Louis XIV était la première drag queen. La couleur bleue était à la base une couleur féminine. Féminine, complètement, oui, oui. La Vierge Marie. Est-ce que tu te définis comme artiste queer en sachant que il y a quelque temps, le mot queer avait une connotation assez négative puisque queer en anglais veut quand même dire bizarre. Comment tu te définis ? Je suis définitivement et totalement queer. Yes. Et avant même de connaître le mot, j'étais déjà queer. Oui. J'ai été insulté. Aujourd'hui, ça glisse sur moi. J'ai un podcast, d'ailleurs, un épisode, c'est quoi queer ? Et la réappropriation culturelle du mot queer est très intéressante. Queer, c'était une insulte, mais différent, étrange, peu commun, bizarre, qui sont les différents entendements du mot queer dans la traduction. Être différent, c'est être singulier. Ce que je dis dans un texte récent, c'est singulier, ça évoque les auteurs, les philosophes, les Lumières. Quand on dit différent, on sous-entend plutôt qu'on n'est pas éclairé à tous les étages. Donc le mot queer, et dans sa réappropriation culturelle, me correspond à 100%. Si je peux me permettre d'ajouter, il y a en français la réappropriation du mot PD par la communauté gay. Et je ne m'identifie pas du tout à cette réappropriation, puisque l'étymologie du mot PD n'est pas du tout différent ou peu commun. On est sur des rapports de maître et d'élève, et on est sur des rapports très malsains. Du coup, l'origine du mot PD ne me convient pas. À plus forte raison que, en tout cas sur les dernières dizaines d'années, l'expression un peu commune et populaire, c'est « je suis pas un PD ». Je peux boire autant, je suis pas un PD. Même si c'est dit gentiment, même si c'est dit par un gay. Finalement, se définir comme PD, c'est se définir comme ce qu'on n'est pas. Et moi qui cherche à exister, je peux pas intégrer ce mot, et je demande à mon entourage de pas l'utiliser. Alors, Dieffa, ton spectacle est donc autobiographique. Qu'est-ce que tu cherches en fait à travers cette création ? Je dis souvent que ma vie est une œuvre d'art, que mon travail artistique, cette démarche, cette nécessité, cette profession de foi est ma raison de vivre. Dans le spectacle, je dis que ce spectacle n'est pas une psychanalyse, mais une petite catharsis. Et récemment, en y réfléchissant, c'est une catharsis pour moi, mais je pense qu'il a une vocation aussi à être une catharsis pour d'autres. Catharsis pour les gens qui me ressemblent, pour la communauté queer, mais à la base, il n'est pas du tout écrit pour la communauté queer. Quand je dis qu'il est inclusif, il est écrit pour tout le monde, et principalement pour les gens qui ne savent pas. Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents ? Les innocents, c'est les autres. Les innocents ne sont pas des gens non coupables. Les innocents, tels que je l'exprime dans le spectacle, c'est les gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Quand on voit le spectacle, je pense qu'on peut tout de suite entendre l'appel à la tolérance, à la remise en question personnelle. J'invite vraiment les gens à réfléchir. Je pose des questions philosophiques. Je suis en permanence dans cette démarche, et c'est un peu prétentieux, mais comme un philosophe, quelqu'un qui pose des questions, qui interroge le monde par mes propres interrogations. Et du coup, je reviens à ce que je disais. Quand je dis que ma vie est une œuvre d'art, je construis depuis toujours ma vie autour de principes. Dans le spectacle, je dis qu'il y a en moi une diva, un enfant mélancolique et un dictateur. Et le dictateur impose en permanence de respecter cette logique, cette pensée, de respecter cette philosophie, tous ces piliers que je crée petit à petit. Et apparaître cette chose au monde, cette identité, cette entité visible, j'ai pas beaucoup de raisons ou d'envie d'exister. C'est pour ça que je dis que ma vie est une œuvre d'art.
Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu le processus d'écriture. Combien de temps tu as mis pour le réaliser? Est-ce que tu l'as écrit tout seul? Est-ce qu'il y a eu différentes moutures? Raconte-nous. Le spectacle est un énorme patchwork d'énormément de textes, plus ou moins récents. Le temps d'écriture avant de passer sur scène, c'est 4 ans. Il y a eu un tout premier texte, je suis rentré dans un atelier d'écriture où j'ai écrit le tout premier chapitre. J'ai failli enlever cette introduction et en fait, elle a quelque chose de nécessaire. Elle est là pour sortir les gens du quotidien. Je veux amener les gens dans un ici et maintenant. Je veux les amener dans mon univers. Et la fin de ce premier chapitre rappelle qu'on est tous innocents. Rousseau dit ça. Les êtres humains naissent innocents et qu'ensuite ils sont construits dans le bien et le mal par la société. Cette écriture a été, et c'est pour ça que je parle d'un patchwork, énormément de phases différentes, de nécessités différentes. Le seul texte qui a été écrit à des fins humoristiques, c'est le 2e chapitre où je développe le vocabulaire queer, qui a vraiment été écrit pour amener les gens à s'ouvrir sur une certaine queeritude et aussi à rappeler que pas de jugement sur le vocabulaire. On a chacun le sien. Ce texte-là a été écrit pour le stand-up, pour aller sur des plateaux, pour avoir une place dans un univers de stand-up. Je fais pas partie du stand-up parce que je suis trop queer. Je fais pas partie des drag queens parce que je suis pas une drag queen, puisque je suis pas un personnage. Je suis Diéfa. L'ensemble du spectacle est vraiment un patchwork de textes récents ou anciens, et dans tous ces textes, aucun n'était drôle à la base. Il y a aussi des textes qui sont très très anciens, qui du coup ont fait sens, et où j'ai essayé de donner tout ce qu'il fallait de sourire, de générosité et d'inclusivité en les réadaptant, en les reformulant. Mais voilà, globalement, je parle énormément. Mais c'est bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui était très proche du public. Alors, au-delà de la proximité physique, là, le public, on existe. C'était une volonté de ta part, ça? Alors, c'était une volonté, et ça a été aussi tout un chemin. Dans les premiers textes, il y avait des interactions supposées du public, où je parlais à des gens, et j'imaginais leurs réponses, et j'avais, dès le début, cette idée d'un public présent, et avec lequel j'interagis. Et qui réagirait, et qui répondrait. Voilà. Au début, je supposais les réactions. Au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai ajouté plus d'interactions où le public avait une réelle réponse à donner. Maintenant, il y a vraiment un dialogue. Que ce soit par vos rires, quelles que soient vos réactions, ou des choses que je peux ressentir à certains endroits, parce que je suis très empathique, j'arrive à me connecter à vous d'une façon qui moi-même me surprend. Je vous couperai pas la parole. Si vous avez besoin de finir un rire et que je fais une transition vers quelque chose de plus grave, je vais vous laisser finir votre phrase, finir votre propos. Et pour donner l'origine de cette volonté, mon spectacle est très inspiré des cabarets des années 30. Je fais beaucoup référence au film de Bob Fosse, Cabaret, avec Liza Minnelli. Le maître de cérémonie de ce film a été un personnage modèle dont je me suis inspiré très longtemps dans mon parcours. Et dans ce cabaret des années 30 à Berlin, il y avait cette espèce de mix entre une société bourgeoise, entre une société très prolétaire, entre des prostituées, des artistes. Il y avait vraiment quelque chose qui était un amalgame. Et je voulais, dans l'écriture, qu'il y ait ce dialogue. Le mot dialogue est vraiment le mot qui me vient, et à plus forte raison depuis que je suis aux Trois Bornes. Oui, moi j'ai senti ça, qu'on était inclus comme ça dans le spectacle. C'est à la fois un peu flippant Ça me flatte. et en même temps assez amusant. En tout cas, sur ce spectacle, moi j'ai lu plein de critiques. Elles sont hyper bonnes, hyper belles. Et les mots qui reviennent très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intelligence, et il y a une vraie écriture. Comment tu as découvert ton goût pour la scène? Est-ce que tu avais un terreau familial, une rencontre particulière d'un artiste qui un jour t'a fait dire « moi aussi je vais être sur scène ». D'où ça te vient? C'est venu très tôt. J'aime pas les chiffres. J'avais un ami qui allait au théâtre faire un atelier théâtre. Ouais. Et du coup, je dis bah tiens, moi j'aimerais bien aussi faire cet atelier théâtre. Et ça a été le début de tiens, je suis là pour quelque chose. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que dans ce premier atelier, j'ai été auteur, Oui. interprète et metteur en scène déjà.
Déjà, j'étais créateur. Depuis cette rencontre avec la scène, avec la création, avec la mise en scène, j'ai vu la lumière. C'était une profession de foi dont j'ai jamais pu me séparer. La vie a fait que j'ai eu des années, 1 ou 2, à gauche, à droite, où il y avait plus de distance avec la scène à proprement parler. Mais ce qui est amusant, c'est que dans les années où j'étais pas directement sur scène ou dans une troupe, je me suis retrouvé à donner des cours, de fitness. Et du coup, quelque part, j'avais cette place de celui qui transmet, de celui qui est devant le public, de celui qui parle, qu'on regarde, qu'on suit, et de celui qui partage. Oui, aussi, oui. Donc, toute ma vie a été reliée, rattachée, et j'ai jamais eu aucun doute. Quand je parlais tout à l'heure de raison de vivre, j'aime aussi parler de profession de foi. Je n'ai pas d'autre but dans la vie que ce travail. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme auteur aussi. J'ai fait ce cap-là. Non seulement parce que j'ai de très bons retours sur ce que j'écris, j'ai pas assez de confiance en moi pour avoir l'arrogance de me définir comme ça, mais aujourd'hui, ça y est, je me définis comme auteur parce que mon entourage, parce que mon spectacle, qui est très écrit, parce qu'aussi on me sollicite pour écrire pour d'autres, que ce soit pour des spectacles, que ce soit pour des lettres de motivation. Je suis jusqu'à aller écrire une oraison funèbre pour quelqu'un. Ah oui, donc, ça va quand même jusque-là. On va loin dans l'écriture, on y va. Et récemment, avec un spectacle où je suis co-auteur de Lucie Chauchois, le quasi-concert ou la presque comédie musicale. D'ailleurs, j'écris que pour des spectacles qui ont des titres trop longs. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Le quasi-concert ou la presque comédie musicale. Il faudrait faire un petit peu plus court, ça prend beaucoup trop de place sur les affiches. C'est compliqué. Enfin, il faudrait. Ça sera ta prochaine étape. Il faut et le combat de ma vie. Mais du coup, ces 2 spectacles sont inscrits à la SACD, donc la Société des auteurs. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu ma carte de la SACD. Et le même jour, j'ai reçu le premier versement de la SACD. Et bon, je suis quelqu'un qui suit guimauve, j'ai la larme facile. Mais j'ai pleuré de joie, d'épanouissement. Autant j'ai pas eu mon bac, autant c'était comme recevoir un diplôme. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça estampille un talent, un savoir-faire, des efforts, un parcours. C'est top ça. J'ai vu quand même aussi que tu avais suivi le cours Florent et que tu as validé une formation en comédie musicale. J'ai rencontré des professeurs qui ont changé ma vie et ma vision de voir le théâtre. Je pense particulièrement à Damien Bigourdan, qui est non seulement un metteur en scène, mais un chanteur lyrique, et Julien Kozelek, qui est complètement à l'opposé de Damien Bigourdan. Le premier m'a amené le lyrisme, la superbe. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Olivier Py. Ils ont monté le Soulier de satin à Avignon. On a travaillé sur justement d'Olivier Py Au monde comme n'y étant pas, qui est d'ailleurs une phrase que j'utilise beaucoup avec ma psy. Et de l'autre côté, Julien Kozelek, qui était quelqu'un qui nous interdisait d'utiliser le mot personnage, qui était quelqu'un de dur et de froid, mais brillantissime dans cette façon dictatoriale de nous demander d'être. Oui. Et ça, c'était fantastique. Et ces 2 personnes ont changé ma vie artistique. Pourquoi la comédie musicale ? Déjà parce que chanter est nécessaire pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je voudrais faire encore plus. J'ai énormément de mal à m'assumer. Je dis souvent que je chante pas mal, mais que je suis pas chanteur. De la même façon que je dis je danse, mais je suis pas danseur. J'ai fait de la comédie musicale parce que je voulais développer ces arts-là. J'ai beaucoup chanté, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je chante beaucoup chez moi. J'inaugure avec toi une formule toute nouvelle pour le podcast. C'est les questions des auditeurs et des auditrices du podcast. Alors, moi, j'en ai sélectionné 2. Et donc, je vais te les poser pour elles. La première question, c'est celle de Constance. Alors, il faut savoir que Constance a déjà participé au podcast de l'entrée des coulisses et elle te suit sur les réseaux sociaux.
Elle t'aime beaucoup et donc de sa part, je t'envoie tous ces bonjours et ces bisous. Voilà. De la C'est part Constance, de comment Constance Rakowski. Ah oui, c'est quelqu'un qui me suit beaucoup. Voilà. effectivement. Oui, Constance, quand elle aime, elle aime. Oui, je la vois passer elle sur met le elle paquet. suit mes stories. Exactement. Elle like. Merci Constance. Voilà, elle est adorable, Constance. Et Constance, donc, te pose une question auquel tu as un petit peu répondu, mais le deal, c'est que c'était de te poser sa question, donc je te la pose. Diefa, quel a été le déclic qui t'a donné envie de faire du seul en scène? Alors, j'ai pas vraiment répondu à cette question en fait. Tant mieux. Parce que pendant que j'étais au cours Florent et dans l'année qui a suivi, j'ai vu des gens qui se regroupaient par famille, par troupe, on va dire. Et j'ai pas su rentrer ou bon, après c'est aussi ma nature très solitaire mais j'ai fait des castings, j'ai fait des auditions et je ne correspondais jamais. Je suis trop grand, trop petit, trop masculin, trop féminin, je suis quelqu'un de trop, au sens large. Et c'est vrai. Et en fait, j'ai décidé que j'allais créer mon travail. Et finalement, dans cette décision, et aujourd'hui, quand je regarde toute mon histoire et mon parcours, je me demande presque pourquoi ça n'a pas été évident dès le premier instant que je suis une créatrice. Oui. Je suis quelqu'un qui a besoin de créer, qui a besoin inventer des mots, des phrases, des mondes, des univers, aussi bien pour moi que pour d'autres. Même la mise en scène, j'aime oublier totalement qui je suis, mon point de vue et mon existence pour absorber, ressentir quelqu'un d'autre et tout d'un coup le sublimer, la sublimer. Je suis cette créatrice et quelque part j'ai presque pas le choix. J'espère qu'un jour dans mon évolution et parce que j'ai foi en mon travail et je pense que ça va avancer, j'espère qu'un jour des gens m'inviteront à rentrer dans leur projet parce que ce serait sympa d'être moins seul de temps en temps. Donc peut-être pour un prochain spectacle éventuellement. Je suis en coécriture en ce moment d'un spectacle qui devrait être un 2 en scène. Ah bah voilà. Donc, suspense. Je peux pas en dire plus parce qu'on est vraiment à un état très très... Il faut pas en dire plus, on en reparlera éventuellement plus tard. Voilà pour ta réponse, Constance. Merci en tout cas pour ta question. Deuxième question, alors là qui pour moi c'est plus mystérieux parce que c'est une personne que je ne connais pas. Je crois que ça doit être une Isabelle qui tient une page Instagram et qui est aussi un podcast qui s'appelle Acte 3, scène 2, qui dit qu'elle t'a connu il y a très longtemps. Et elle te pose cette question. Est-ce que grandir avec des chevaux t'a permis de devenir un être humain plus sensible que les autres ? J'ai connu une Isabelle, mais quand j'étais ado. Si elle me suit sur ma page Facebook, etc., qu'elle m'envoie un message. Enfin voilà, si elle écoute le podcast, qu'elle m'envoie un message. On fera la mise en relation. Oui, je serais très très curieux de savoir qui est cette Isabelle. Est-ce que je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire ça, mais je sais pas. Après, j'étais déjà très empathique et l'existentialisme m'est tombé dessus quand j'avais 6 ou 7 ans avec un album de Mylène Farmer. Donc l'existentialisme, l'empathie, l'observation, ressentir les autres et comprendre le monde est antérieur à ce que j'ai pu vivre lorsque j'ai été le fils de ma mère dans
dans ce centre équestre. Et dans ce centre équestre, je pense que j'ai plus développé de la confiance en moi. Et j'étais très arrogant à l'époque et très prétentieux, ce qui était un moyen de défendre. Odieux, comme je le dis dans le spectacle. J'ai dû apprendre à faire la différence entre sincère et odieux. Mais c'est plus ma capacité à exister que j'ai développée là-dedans. Et les chevaux en soi, l'animal cheval n'a pas été un acteur de mon évolution. D'accord, très bien. Merci en tout cas à cette Isabelle pour cette question. Merci. Alors Diéfa, on arrive au bout de cette interview. Je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Je voudrais aussi te remercier pour cette formule complètement inédite pour moi et qui est en même temps un peu impressionnante aussi pour moi parce qu'on voit mes coulisses à moi, on voit que je prends mes notes, que je griffouille des trucs, voilà. Impressionnante aussi parce qu'en fait, dans ce petit studio, on est assez les yeux dans les yeux. Enfin, moi, ça me dérange pas de plonger dans les yeux des gens, mais ça peut être intimidant. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Évidemment, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir le spectacle de Diéfa. Le spectacle continuera sa vie puisqu'il en est qu'au début. Je dis souvent que là, il vient de rentrer à l'école maternelle. C'est ça. Si je peux me permettre, je te remercie 1000 fois aussi de m'avoir accordé ce temps de parole. Je suis très heureux aussi que tu aies accepté cette formule face à face qui était un peu importante pour moi plutôt que dans un lien d'écran à écran. Donc 1000 merci à toi. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le spectacle de Diéfa. Si vous en avez l'occasion, vraiment, allez-y. Filez sur Billets Réduc. Les critiques doivent être encore en ligne. Elles sont sublimes. Et pour une fois, vous pouvez vous y fier. Vraiment, faites-moi confiance. Allez, il est temps d'ouvrir la 3e et dernière porte de l'entrée des coulisses. C'est celle où se trouve Marion Lorgnay de Théâtre en 1001 lieux avec sa rubrique Tout ou presque. Aujourd'hui, elle nous parle de la place des femmes dans le théâtre. Les femmes dans le monde du théâtre. Commençons d'abord par un petit état des lieux de la place des femmes dans cet univers longtemps occupé par des hommes. Julie Déliquet, qui a déjà monté de nombreuses pièces de théâtre pour la Comédie Française et le Théâtre de l'Odéon, va devenir la 2e metteuse en scène en 77 ans à présenter un spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un lieu emblématique du Festival d'Avignon. Des chorégraphes femmes dont la légendaire Pina Bausch était déjà emparée de la cour, mais aucune metteuse en scène n'avait proposé un spectacle hormis Ariane Mouchkine. En décembre dernier, Caroline Guylanet-Guyem a été nommée à la direction du Théâtre national de Strasbourg, l'un des 5 théâtres nationaux de France. Et pour la saison 2023-2024, la Comédie Française programme de nombreuses metteuses en scène. Malgré ces notes positives, les chiffres sont en deçà des attentes des acteurs du milieu. La plupart des spectacles mis en scène le sont par des hommes. Effectivement, la part de spectacles mis en scène par des femmes atteint seulement 38%. Seuls les spectacles de marionnettes et les jeunes publics atteignent la quasi-parité. Et côté autrice, elles ne représentent que 33% des auteurs. Ces chiffres vous donnent des sueurs froides. Attendez, ce n'est pas fini. Revenons quelques millénaires en arrière. Pour le dire très simplement, les femmes brillent par leur absence. Si la Grèce antique interdit aux femmes l'interprétation théâtrale et attribue leur rôle à des hommes, affublés d'un masque blanc, et pour la comédie de rembourrage, les femmes peuvent être jongleuses, acrobates, ou à leur cœur, chargées d'animer le culte d'Apollon.
ou bien danseuses ou musiciennes. À Rome, les acteurs qui sont frappés d'infamie et qui sont recrutés parmi les étrangers, les esclaves et les affranchis sont assimilés à des prostituées. Les femmes, elles, peuvent jouer dans des spectacles de mime, sorte de grosses farces au sujet léger et souvent scabreux. Lors des Floralia, fêtes données en l'honneur de la déesse Flora, ce sont des courtisanes qui célèbrent les jeux, explique Ovide dans ses fastes, et la tradition veut qu'elles se dénudent pendant la représentation. Le christianisme, lui, qui condamne et excommunie les acteurs, fait disparaître les femmes de la scène, mais aussi des histoires racontées. Il faut attendre l'arrivée de la commedia dell'arte pour voir apparaître des femmes sur scène, dans ces petites farces italiennes. Cet art de rue est souvent perçu comme l'origine des pratiques d'improvisation actuelles. Des personnages féminins sont enfin joués par des femmes, et on voit apparaître les rôles de Colombine, Isabelle. Mais ces personnages sont souvent caricaturaux et renvoient les femmes soit à des séductrices, soit à de naïves jeunes filles dont on peut abuser. Si les femmes ont enfin leur place sur scène, c'est en partie grâce à elles et à de puissantes bienfaitrices. En 1492, Anne de Bretagne accordait déjà une gratification à Lucrèce, une danseuse venue de Florence. Et Catherine de Médicis, qui raffolait de la commedia dell'arte, installe en 1577 des comédiens et comédiennes italiennes au théâtre de l'Hôtel du Petit Bourbon à Paris. Si la situation s'améliore en France, en Angleterre, le théâtre élisabétain, aussi connu comme l'âge d'or du théâtre shakespearien, interdit la présence de femmes sur scène. Une femme sur scène est considérée comme une personne de moralité douteuse ou carrément comme une sorcière qui, par l'habileté de son déguisement et la tromperie, séduit les hommes. Il est donc beaucoup plus sage de garder les femmes loin du théâtre. De jeunes hommes sont donc appelés à jouer les rôles de Juliette ou des sorcières de Macbeth, d'Ophélie, de Tatiana et de plein d'autres personnages marquant les pièces shakespeariennes. Le travestissement devient une chose courante, autant en tragédie qu'en comédie. Ceci étant dit, en 1660, l'interdiction de jouer sur scène est levée partout en Angleterre et les femmes auront enfin accès au métier de comédienne. Les autrices dramatiques ont pour leur part été délibérément effacées de l'histoire. Depuis peu, certaines d'entre elles ressortent de l'oubli, telle la désormais incontournable Olympe de Gouges. Femme de lettres française, elle écrit des pamphlets politiques importants, dont la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais aussi du théâtre. Au XVIIIe siècle, elle possède même sa propre troupe de théâtre professionnelle ambulante, et c'est avec elle qu'elle va produire ses textes. Elle entreprend ainsi un long combat féministe. À partir du XVIIe siècle, les femmes vont peu à peu pouvoir être sur scène librement, mais aussi en coulisses, et faire avancer la cause de la femme dans la société. Comme Madeleine Béjart, qui fonde avec Molière la troupe de l'Illustre Théâtre, ou une Mademoiselle Dufresnoy, qui devient la première actrice au théâtre de Metz. Ou alors l'actrice Mademoiselle de Montansier, qui crée en 1777 le théâtre Montansier à Versailles et œuvre pour la construction d'une salle de spectacle au Havre pour pouvoir y jouer ses pièces. Plus tard dans l'histoire, de grandes comédiennes marquent l'imaginaire et l'esprit de leur public. Tel est le cas de l'immense Sarah Bernhardt à la fin du XIXe siècle. La tragédienne fait son entrée à la Comédie Française à l'âge de 18 ans à peine et jouera les rôles de premier plan jusqu'à la fin de sa carrière. Elle aura même le privilège de jouer de grands rôles masculins comme celui d'Hamlet, chose impensable jusqu'alors. Celle qu'on nommait la divine devient l'icône de la femme au théâtre, une femme de passion qui multipliera les collaborations avec Oscar Wilde, Edmond Rostand, Victor Hugo et plein d'autres autres auteurs. Ailleurs dans le monde, les femmes trouvent leur place au sein de pratiques telles que le kabuki, forme théâtrale japonaise traditionnelle, très codifiée et dansée. Cependant, cette liberté n'est pas éternelle et les hommes reprennent le monopole de cette forme de théâtre dès le milieu du XVIIe siècle. Il en va de même pour le no, où les hommes seuls jouent et y tiennent des rôles féminins pendant des siècles. Bref, l'histoire de la femme dans le monde du théâtre est souvent compliquée et faite de première fois. Alors aujourd'hui, rendons hommage à toutes ces pionnières, ces autrices, ces metteuses en scène, ces mécènes, qui peu à peu ont conquis le monde du théâtre
et allons voir et soutenir leurs pièces. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque des femmes dans le milieu du théâtre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était votre bulle hors du temps pour découvrir la vie artistique. Je vous invite sur le compte Instagram dédié au podcast, le lien est dans la description, pour papoter de cet épisode. Par exemple, est-ce que vous connaissiez le blog et le compte Instagram d'Aïda, Je vais au théâtre? Est-ce que vous pensez l'utiliser? Et puis, est-ce que vous avez été touché par les propos de Diefa? Racontez-moi. Et puis pareil, concernant la place des femmes dans le monde du théâtre, vous souvenez-vous des femmes évoquées par Marion dans sa rubrique Tout ou presque? Faites-moi part de vos impressions sur cet épisode. Vous pouvez aussi consulter le lien YouTube pour découvrir le portrait chinois filmé de Diefa. C'est uniquement sur la chaîne YouTube de la Danse des mots qui produit ce podcast. Je le dis souvent, oui c'est vrai, mais bon, elle produit ce podcast. Vous savez ce que c'est d'ailleurs un portrait chinois? Eh bien, on vous pose des questions du genre si tu étais ceci, si tu étais cela, et vous donnez une réponse. Voilà. Et c'est aussi sur cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Danse des mots, que vous retrouverez les 3 rubriques à écouter séparément pour une écoute sur mesure. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir une compagnie et son spectacle à l'affiche. Vous allez découvrir aussi un duo de danseurs, pas comme les autres. Et bien sûr, la rubrique Tout ou presque de Marion. Continuez à nous écouter sur vos applis d'écoute préférées et aussi sur Cool Radio, une radio numérique dont vous trouverez aussi le lien dans la description. Continuez donc à nous écouter en cuisinant, en prenant votre bus ou tranquillement sur votre canapé après tout. Allez-y, on referme les coulisses.